Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 10 meilleurs jeux auxquels j'ai eu la chance de jouer au dernier festival international du jeu qui a eu lieu à Cannes en 2024, février 2024 pour être précis. Alors qu'on soit bien d'accord, ce ne sont pas les 10 meilleurs jeux qu'il y avait lors de ce festival, c'est uniquement les 10 meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Et je me suis concentré essentiellement sur des jeux plutôt petits et rapides. J'ai pas fait de gros jeux et j'ai clairement pas testé tous les jeux qu'il y avait sur le salon. Donc il doit y avoir, je sais pas, des centaines, on va dire 700 jeux présentés sur le salon, sur les 4 jours qu'a duré le salon. Moi j'en ai testé 20. Donc voilà, ça c'est uniquement les jeux que j'ai pu tester. Et par contre je me suis concentré sur les jeux qui venaient tout juste de sortir ou alors qui devaient sortir prochainement. Donc plutôt voilà des nouveautés ou des exclusivités. Sachant que celui qui sort le plus tard doit sortir vers le mois de juin, je pense, sur les 10 jeux que je vais vous présenter. Et comme d'habitude, donc, je vais classer ces jeux, donc celui qui m'a paru le moins intéressant à celui qui m'a paru le plus intéressant, sachant que tous étaient plutôt sympas. En numéro 10, j'ai choisi le jeu Little Tavern. Donc ce jeu se joue de 3 à 5 joueurs, les parties durent environ 30 minutes, et il doit sortir tout prochainement, là, le 1er ou le 2 mars, donc il est peut-être déjà sorti au moment où vous regardez cette vidéo. C'est un petit jeu de cartes simple, rapide, très interactif et assez fourbe, on va pouvoir s'embêter, très clairement. On est chacun responsable d'une table dans une taverne et notre but c'est de récupérer un maximum de pourboires en récupérant les meilleurs clients à notre table. On commence avec 3 pièces sur notre table et à son tour, on va aller récupérer un client dans un lot de cartes qui est mélangé face cachée en vrac au milieu de la table. Donc on pioche un personnage. Les personnages, ça va être, voilà, c'est type un peu heroic fantasy, il va y avoir des elfes, il va y avoir des sorcières, des nains, des aventuriers. Et chaque personnage a une façon différente de donner des pourboires, en fait, en fonction de qui est assis avec lui à la table. À sa table, on va pouvoir mettre un maximum de 4 personnages. Et à son tour, en fait, quand on pioche un personnage, on peut décider de le mettre soit à sa table, s'il nous intéresse, soit à la table d'un autre joueur. Si on le met à la table d'un autre joueur, on passe la main à ce joueur, qui va à son tour piocher une carte, et avoir ce choix de le mettre à sa table ou à un autre joueur. Si on met des personnages à sa table, par contre, on continue de jouer et de piocher des cartes. Et donc le système de scoring, je vais vous donner quelques exemples. Les aventuriers, par exemple, c'est les plus simples. Eux, ils vont donner les pourboires indiqués sur leur carte. Donc ça, c'est tout basique. Les elfes, eux, vont scorer 1 point par elfe présent à la table. Donc si vous avez 2 elfes, chaque elfe va scorer 2 points. Si vous avez 3 elfes, chaque elfe va scorer 3 points. Si vous en avez 4, ça fait 4 points par elfe. Donc ça c'est pas mal. Vous avez les sorcières qui, elles, vont marquer 2 points, plus 1 point par autre sorcière présente dans la taverne, donc sur votre table et celle des autres joueurs. Les nobles, eux, c'est tout l'inverse. S'il y a qu'un seul noble dans toute la taverne, il donnera 5 pièces. Si par contre il y en a 2, ils ne donneront plus chacun que 4 pièces. S'il y en a 3, plus que 3 pièces, et ainsi de suite. Les gobelins, eux, par défaut, ils donnent 0 pourboire. Donc ils ont tous un nom qui commence par Jean, donc vous avez Jean-Paul, Jean-Pierre. Et si par contre vous arrivez à trouver le gobelin qui s'appelle Jean-Jean, et à ce moment-là, tous les gobelins vaudront 4 points, ceux de votre table. Donc voilà, vous avez en tout, je crois, 8 types de personnages différents. Chacun va amener des pourboires différents. En plus des cartes personnages, vous avez aussi des cartes contrats. Donc ça, vous allez pouvoir aussi les piocher à la place d'un personnage en payant une pièce à un autre joueur pour faire une petite action qui va venir intervertir les cartes, modifier un peu des choses dans le jeu. On va faire plusieurs manches. La manche s'arrêtera dès que toutes les tables de tous les joueurs sont remplies, donc de 4 personnages à chaque fois. À ce moment-là, on fait un décompte de points, on récupère des pièces sur notre table, et on recommence une manche en remélangeant toutes les cartes, en les remettant au centre, en repartant à 0. Et la partie s'arrêtera dès qu'un joueur atteindra ou dépassera 25 pièces de pourboire, et celui qui aura le plus de pièces sera déclaré vainqueur. En numéro 9, j'ai choisi le jeu Le Monde de Reterra, un jeu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu de tuiles qui se passe dans un monde dystopique où le monde a été dévasté, et vous allez devoir reconstruire une communauté avec donc des habitants et des bâtiments. Pour ça, donc vous allez utiliser des tuiles. Ces tuiles, elles sont de 5 types différents, enfin 5 types de terrains différents. Donc, vous avez de l'eau, du désert, des plaines, enfin, ça c'est assez classique. À votre tour, vous allez récupérer une tuile tout simplement, la placer orthogonalement adjacente à une tuile déjà placée devant vous. Le but du jeu, ça va être de faire un terrain de 4 tuiles par 4, ou 4 tuiles par 5, je sais plus trop. La partie s'arrêtera dès que tous les joueurs auront placé leur dernière tuile. Et à chaque fois que vous placez une tuile, vous allez avoir des choix à faire entre
poser des personnages, de la population à certains endroits de la tuile, ou bien réussir à construire une structure qui va vous permettre de construire des bâtiments. Donc les bâtiments, ce sont d'autres types de tuiles qui ont des formes différentes. Donc vous avez des bâtiments de 2 cases, de 3 cases en L, ou des bâtiments carrés. À chaque début de partie, vous allez déterminer quels sont ces bâtiments et quel est leur effet. Et ils vont scorer des points différemment à la fin de la partie en fonction de là où ils sont placés et de ce qu'il y a autour d'eux. Vous marquerez aussi des points pour les zones de même terrain de 7 cases ou plus. Enfin, il y a plusieurs façons de marquer des points en fin de partie. Très clairement, pour ceux qui connaissent, ça fait beaucoup penser à King Domino, mais un peu plus gamer, voilà, un peu plus complexe. Ça se joue quand même assez vite, hein, c'est très fluide, hein, et voilà, il y a un tout petit peu d'interaction sur le choix des tuiles, hein, et la position des bâtiments. Donc un bon petit jeu de placement de tuiles qui sort le 22 avril 2024. En numéro 8, j'ai choisi le jeu Radjack. Donc Radjack, c'est un petit jeu de cartes pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes à partir de 10 ans. Comme son nom l'indique, ça va se rapprocher un petit peu du blackjack, sauf que là, au lieu d'essayer d'atteindre la valeur de 21, il faudra atteindre 25. Pour ça, vous allez jouer avec 2 decks de 12 cartes, donc des cartes numérotées de 1 à 12. Des decks, apparemment, il y en aura des différents. Donc là, c'était une boîte de démo, mais ils disent qu'il y aura différents decks avec différentes capacités. Parce que donc chaque carte a une valeur, mais a aussi une petite capacité qui va pouvoir s'activer à certains moments. Donc vous mélangez ces 24 cartes, vous distribuez 2 cartes à chaque joueur, et sur ces 2 cartes, les joueurs vont en poser une face cachée devant eux. À son tour, en commençant par un premier joueur, on va à chaque fois devoir piocher une carte, soit sur le dessus de la pioche, soit sur le dessus de la défausse, qui est face ouverte. Donc on aura toujours, au début de notre tour, 2 cartes en main, et sur ces 2 cartes, on devra toujours en jouer une. Soit on la joue face ouverte devant nous, et on doit à ce moment-là pouvoir appliquer son effet. Soit on la joue face ouverte en défausse pour pouvoir retourner une carte face cachée qui est devant nous, soit on la joue tout simplement face cachée devant nous. Et le but du jeu, c'est que à un moment donné, on arrive à avoir une valeur de 25 avec toutes les cartes qui seront face ouverte devant nous. Dès qu'on arrive à 25, la manche s'arrête, on gagne 1 point, donc c'est un jeu des jetons, une sorte de petits jetons, et on redistribue toutes les cartes, on remélange, on redistribue toutes les cartes, on fait une nouvelle manche. L'autre façon de gagner 1 point, c'est de réussir à éliminer un autre joueur en faisant en sorte que les valeurs des cartes qui sont devant lui dépassent 25. Dès que la valeur dépasse 25 total, le joueur perd, est éliminé. On continue la manche et celui qui a réussi à éliminer le joueur gagne aussi 1 point. Et la partie va s'arrêter dès qu'un joueur arrive à gagner 3 points. En plus de tout ça, donc là je vous ai présenté juste le jeu de cartes, vous avez des jetons de poker qui ont des petites capacités, des valeurs ou des choses qui vont se passer. Ces jetons de poker, vous allez au début de la partie les lancer, parce qu'ils sont recto verso, ils ont des capacités différentes en fonction de leur face. Et en fonction des capacités des cartes, vous allez pouvoir utiliser ces jetons de poker pour venir les placer sur vos cartes ou sur les cartes des adversaires, pour venir modifier les valeurs des cartes par exemple. Il y a plusieurs petites capacités liées à ces jetons de poker qui vont venir modifier un petit peu la façon de jouer. Donc voilà, un bon petit jeu de cartes qui lui doit sortir, je crois, au mois de juin. Bon, je suis pas sûr, mais a priori juin 2024. En numéro 7, j'ai choisi le jeu Link City, un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu coopératif d'association d'idées, un peu original parce que vous allez devoir créer tous ensemble une ville la plus logique possible en plaçant des bâtiments orthogonalement les uns aux autres. Il va falloir pour ça essayer d'être d'accord avec ce que le maire va choisir. Parce qu'à chaque tour, donc ça se joue en 6 tours au total, à chaque tour il va y avoir un joueur qui va être désigné maire, qui va prendre un paravent, et derrière ce paravent il va avoir des tuiles plots. Donc les tuiles plots, ça va être les tuiles qui vont servir à déterminer les endroits où on va construire les nouveaux bâtiments. Il va piocher derrière ce paravent autant de bâtiments que de plots. Et il va devoir associer un plot à un bâtiment, sachant que le joueur à sa gauche, l'adjoint au maire, lui va placer, avant tout, les plots aux différents endroits possibles de la ville. Et donc une fois que le maire a décidé quel bâtiment il allait mettre à quel endroit, il révèle les bâtiments qu'il a piochés, mais il ne met pas évidemment les plots correspondants. Et les autres joueurs vont devoir tous ensemble
essayer de deviner quel bâtiment le maire a voulu placer, à quel endroit. Et là, il va falloir être le plus logique possible, on va dire. Pas placer, par exemple, la boîte de nuit à côté de la maison de retraite ou ce genre de choses. Il va bien falloir réfléchir, la logique d'implantation des bâtiments les uns par rapport aux autres. Donc pour un jeu d'association d'idées, c'est assez original. Au lieu d'associer juste des mots entre eux, là, ça va être vraiment tel type de bâtiment, est-ce qu'il irait bien à côté de tel autre type de bâtiment. Et ça marche vraiment pas mal. Donc une bonne surprise, Link City, qui doit sortir aussi, je crois, au mois de juin. En numéro 6, le jeu Bounty Hunter. Donc Bounty Hunter, ça se passe dans l'univers de Star Wars. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, pour des parties d'environ 30 minutes à partir de 10 ans. Et on est clairement dans la même mécanique que le jeu Les Bâtisseurs, qui est d'ailleurs du même auteur. Et là, le principe, ça va être qu'on joue les méchants, enfin on joue les chasseurs de primes. Et on va devoir capturer donc les personnages du jeu Star Wars. Et pour ça, c'est un jeu principalement qui repose sur une mécanique de draft. Donc vous avez au début de la partie 4 types de cartes bien différentes. Vous avez tout d'abord les personnages à capturer, donc les cibles. Ensuite, vous avez les chasseurs de primes. Vous avez aussi des cartes contrats. Donc ça, c'est ce qui va vous faire marquer plus de points si vous arrivez à faire correspondre les personnages que vous avez capturés avec les contrats. Et vous avez des cartes droïdes et marchandises qui, elles, vont servir à attraper plus facilement les cibles et à marquer des points, enfin gagner de l'argent, parce que le but du jeu, c'est clairement de gagner le plus d'argent en fin de partie, grâce aux marchandises qu'on aura récupérées. Le principe, il est tout simple. Au tout début de la partie, chaque joueur va piocher une carte dans chacun des 4 tas. Donc vous commencez la partie chacun avec 4 cartes en main. Et vous allez tous piocher une carte supplémentaire en début de tour pour avoir 5 cartes. Et parmi ces 5 cartes, vous allez devoir en sélectionner une pour la jouer. Donc soit vous la jouez devant vous pour pouvoir commencer à essayer de capturer des cibles, soit vous la défaussez pour gagner un crédit. Donc les crédits, c'est des petits jetons. Les crédits, ils vont servir en fin de partie à départager les égalités essentiellement, mais ils serviront aussi pendant la partie pour pouvoir utiliser les cartes droïdes ou marchandises. Ce sont les seules cartes qui vont nécessiter de dépenser des crédits pour pouvoir les utiliser. Donc si vous jouez une carte personnage à capturer devant vous, elle va avoir cette carte 3 valeurs, une valeur verte, bleue et rouge. Et ces valeurs-là, en fait, ça va être les valeurs qu'il va falloir essayer d'atteindre ou de dépasser en y associant donc les cartes chasseurs de primes, qui ont aussi ces 3 couleurs et ces 3 valeurs. Donc, vous pouvez commencer par mettre une carte personnage à capturer devant vous, et ensuite, c'est un jeu de draft. Les 4 cartes qui vous restent, vous les passez à votre voisin de gauche, on fait tout ça, et chacun repioche une nouvelle carte pour en avoir 5. Donc à chaque fois qu'on pioche une carte, on choisit dans quel tas on la récupère. Et parmi ces 5 cartes, rebelote, on doit jouer une carte, soit on la défausse pour gagner un crédit, soit on la joue devant nous. Alors là, on peut commencer à associer, si on joue un chasseur de primes, l'associer à une cible. Si on joue une carte contrat, les cartes bleues, je sais plus si ça s'appelle vraiment contrat, mais bon, mettons contrat. Ça va nous permettre de marquer plus de points en fin de partie en fonction du type de personnage qu'on a réussi à capturer. Et si, une fois qu'on a posé nos cartes, on arrive à capturer un personnage en atteignant ou dépassant les bonnes valeurs, on les met de côté, et on continue comme ça, on pioche une carte, on joue une carte, on passe le tas à son voisin, on pioche une carte, on joue une carte, on passe le tas à son voisin, et on fait ça jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à capturer 4 personnages. Dès qu'un joueur a capturé 4 personnages, on finit le tour en cours, et on compte les points. Et les points, c'est tout simple, c'est les points indiqués en haut à gauche des cartes personnages capturés, plus les points des cartes contrat, donc en fonction de combien de personnages on a capturé, et si on a associé, des fois il y a des associations, donc si on a capturé 2 personnages bien spécifiques, on marque des points en plus. On fait le total de tout ça, et on soustrait la valeur de tous les chasseurs de primes qu'on a utilisés. Donc alors, il faut les payer, en fait, les chasseurs de primes, ça a un coût. Et ça nous donne un total. Et ce total, celui qui a le plus de points remporte la partie, et en cas d'égalité, ce sont les crédits qui départageront l'égalité. Donc c'est tout simple, ça se joue très vite, c'est tout le monde joue en même temps, c'est très dynamique, et ça marche plutôt pas mal. Le thème Star Wars est plutôt cool, les illustrations sont assez particulières, mais moi je trouve ça sympa. Donc un bon petit jeu qui lui doit sortir le 3 mai 2024. En numéro 5, je choisis le jeu Courtisan, un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Donc là on est dans un jeu de cartes
principalement, où on va retrouver 6 familles de nobles, de courtisans, qui sont invités à la table de la reine, et qui vont essayer d'avoir le plus d'influence possible pour se mettre en lumière et ne pas tomber en disgrâce. Donc en fait, vous avez un plateau au milieu de la table qui va représenter ces 6 familles avec la reine au milieu. Donc à chaque famille correspond une couleur de carte. Vous avez tout un tas de cartes que vous allez mélanger, vous allez en retirer ou pas en fonction du nombre de joueurs. Donc si vous êtes 5, vous gardez toutes les cartes. Si vous êtes moins, il faudra en enlever un certain nombre. Vous mélangez tout ça, et chaque joueur va devoir piocher au début de la partie 3 cartes. Et parmi ces 3 cartes, il va devoir obligatoirement, en commençant par un premier joueur évidemment, en poser une devant lui, une devant un autre joueur, celui qu'il veut, et une au centre de la table, soit au-dessus du plateau, c'est-à-dire dans la lumière, soit en dessous, et là c'est en disgrâce. Et en fait, à la fin de la partie, s'il y a une majorité de cartes dans la lumière, toutes les cartes de cette famille feront marquer des points aux joueurs. S'il y a une majorité de cartes en disgrâce, donc en dessous de la table, toutes les cartes feront perdre des points. Et donc tout le jeu va être d'essayer de faire monter la valeur de certaines cartes, de donner les cartes qui vont faire perdre des points aux autres joueurs. Et donc c'est très interactif, c'est assez fourbe, donc c'est clairement un jeu où a priori on va pas se faire des amis. J'ai pas dit aussi en début de partie, chaque joueur a 2 petites cartes objectifs, une carte de couleur verte, une carte de couleur blanche, qui va orienter un petit peu son jeu, parce que ça va lui donner des objectifs, avoir moins de cartes de telle famille que son voisin, ou essayer de faire en sorte que il y ait au moins une carte de chaque famille sous la table. Et en plus de tout ça, dans chaque famille, on va avoir des cartes qui ont des petits pouvoirs, des petits effets. Vous avez par exemple toutes les cartes qui vont avoir un petit logo masque vont être jouées face cachée. Donc quand vous les jouez face cachée à la table, vous choisissez si vous les mettez en lumière ou en disgrâce, mais vous les mettez au centre, au niveau de l'arène, et elles seront révélées que en fin de partie et se placeront au niveau de la famille correspondante. Si vous les jouez face cachée devant vous, c'est pareil, elles seront révélées qu'à la fin et elles viendront vous faire marquer ou perdre des points. Et idem chez les adversaires. Donc quand vous placez face cachée chez les adversaires, il n'a pas le droit de regarder ce que c'est. Et même chez nous d'ailleurs, on n'a pas le droit de regarder une carte qu'on aura placée face cachée, il faudra s'en souvenir. Vous avez aussi des cartes assassins, donc celles avec un couteau. Celles-là, quand vous les jouez, tout de suite à l'endroit où vous les jouez, vous pouvez défausser, sortir du jeu, une carte qui fait partie de la même zone. Donc si vous la jouez chez vous, vous pouvez supprimer une carte qui est chez vous. Si vous la jouez sur la table au centre, vous pouvez supprimer n'importe quelle carte qui est autour de la table. Et si vous la jouez chez un adversaire, vous pouvez lui supprimer une carte. Vous avez aussi des cartes boucliers, donc de défense. Donc là, c'est tout l'inverse. C'est des cartes en fait qui pourront jamais être défaussées et bouger. Donc ces cartes-là, quel que soit l'endroit où vous les jouez, elles bougeront pas. Et enfin, vous avez des cartes x2. Donc ces cartes-là, elles comptent double en fait. C'est-à-dire que quand vous la placez à un endroit, c'est comme si vous avez placé directement 2 cartes. Donc voilà, c'est tout simple. J'ai expliqué à peu près toutes les règles. Vous jouez à tour de rôle jusqu'à ce que toutes les cartes du paquet soient vides et que toutes les cartes en main soient jouées. Donc on joue vraiment toutes les cartes. Et à la fin, vous faites votre petit calcul et c'est celui qui aura le plus de points qui remporte la partie. Donc c'est très malin, ça fait un peu penser à du Oriflamme, ça fait un peu penser à du Coloretto, même, un petit peu. Enfin, ça fait penser à plein de choses. C'est pas, y a rien de très nouveau, en fait, mais ça fonctionne très bien. Et ça sort le 16 mars. En numéro 4, Écosystème Océan, un jeu pour 1 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Donc dans ce jeu-là, on est encore dans du jeu de cartes. Un jeu de draft aussi, donc ça ressemble un petit peu au jeu précédent. Sauf que là, vous allez devoir construire un tableau devant vous de 4 cases par 5, dans lequel il va falloir agencer ces cartes de façon à ce qu'elles vous fassent marquer le plus de points possible, parce qu'elles sont toutes liées les unes aux autres d'une manière ou d'une autre. Donc vous avez 3 types de cartes différents. Vous avez les prédateurs, avec un petit logo rouge, vous avez les proies, avec un petit logo bleu, et vous avez les cartes écosystème ou nature, avec un logo vert. Au début de la partie, les joueurs vont recevoir un certain nombre de cartes. Ils vont placer une première carte face visible devant eux pour commencer leur tableau. Et ensuite, ils vont sélectionner une carte face cachée,
quand tous les joueurs l'ont fait, ils vont devoir la placer adjacente à la première carte qu'ils ont dans leur jeu, la révéler, passer les cartes à leurs voisins, et faire de même jusqu'à ce qu'on vide une première fois une main de cartes. Évidemment, en fonction de la position des cartes les unes par rapport aux autres, vous allez marquer plus ou moins de points. Donc voilà, par exemple, vous avez toutes les cartes coraux, si elles sont placées en bas de votre tableau, elles vous feront marquer 3 points. Vous avez les requins qui vont marquer des points en fonction des proies qu'ils ont sur la même ligne ou sur la même colonne. Vous avez les baleines qui vont marquer un certain nombre de points, mais par contre en fin de partie, il faudra éliminer une des cartes adjacentes à la baleine. Voilà, chaque carte a un système de scoring différent, et il va falloir agencer son tableau le mieux possible pour marquer le plus de points en fin de partie. Donc c'est très simple encore une fois, ça fait cette fois-ci penser beaucoup à Sushigo pour ceux qui connaissent, sauf que au lieu de juste collectionner des cartes, ben là il faut les collectionner, mais en plus il faut les positionner comme il faut devant soi pour essayer de marquer un maximum de points. Donc écosystème océan, ça vient juste de sortir, je crois, c'est déjà dispo. En numéro 3, j'ai choisi le jeu Link, un jeu pour 4 à 8 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties de 15 minutes. C'est un jeu d'association d'idées, un genre que j'aime beaucoup, et ce jeu en particulier, parce que donc c'est un jeu en fait qui existe depuis plusieurs années déjà. La première édition française, elle doit dater de 2009, je pense. Et là, c'est une réédition en fait qui doit sortir au mois de mai, et qui, tout en gardant les règles de base du jeu, le rend beaucoup plus fluide et beaucoup plus malin au niveau du déroulé et de la façon dont les choses sont mises en place. Le principe, il est très simple, il va y avoir 2 joueurs qui vont avoir des mots en commun, ce sont les espions, et tous les autres joueurs n'ont aucun mot, n'ont aucun indice, ils savent pas du tout. Le but des joueurs qui ont un mot en commun, des espions, ça va être de se retrouver l'un l'autre, et le but des autres joueurs, ça va être de démasquer les espions. Et pour ça, en fait, on va faire des tours de table, et à chaque tour de table, le joueur doit dire un mot, et un seul. Donc, les espions ne doivent bien évidemment pas dire le mot qu'ils ont en commun, mais ils doivent dire un mot qui permet à l'autre de pouvoir l'identifier. Et les autres joueurs vont essayer de parasiter ça, de savoir qui sont les espions, et donc de comprendre qu'est-ce que les espions essayent de se faire deviner. Donc à expliquer, c'est un peu compliqué, mais à jouer, c'est vraiment très bien. Vous allez faire 2 tours de table, donc chaque joueur va dire 2 mots, et au bout des 2 tours de table, on compte jusqu'à 3, et on doit désigner, donc si on est espion, on doit se désigner soi-même et désigner l'autre joueur qu'on pense être espion avec nous, et si on n'est pas espion, on doit essayer de trouver les 2 espions. Si on trouve les 2 espions, on marque un certain nombre de points, si les espions se trouvent, ils marquent un certain nombre de points, bon voilà, il y a un calcul de points qui est fait à la fin. Et donc la nouveauté ici, c'est que jusqu'à présent, en fait, ça se jouait avec des cartes. Donc on mélangeait des cartes, il y avait des cartes où il y avait des mots, d'autres où il n'y en avait pas. On les mélangeait, on les distribuait, les joueurs devaient regarder. Donc ceux qui n'avaient pas de mots, mais ils n'avaient rien. Ceux qui avaient des mots, des fois, ils se retrouvaient à devoir retourner leurs cartes parce que c'était écrit à l'envers, donc on les calculait de suite. Mais bon bref, niveau ergonomie, c'était pas idéal. Et surtout, on devait se rappeler à chaque fois de tous les mots qui avaient été dits et des mots que nous-mêmes on avait dit. Là, en fait, dans la nouvelle édition, il y a un petit carnet qui est distribué à chaque joueur. Dans ce carnet-là, on va déterminer un numéro avec une petite plaquette. Vous allez tout de suite voir si vous avez un mot ou si vous en avez pas, correspondant au numéro. Et à partir de là, vous allez pouvoir écrire sur votre petit carnet votre premier mot. Donc, ce sera visible de tous. Et même chose pour le deuxième mot. Et sinon, le principe reste le même, mais du coup, ça fluidifie beaucoup le jeu, ça le rend beaucoup plus efficace. Il y a aussi un petit principe de pouvoir, en fonction des personnages qui vont venir changer un peu le jeu, et un principe d'indice quand vous jouez à très nombreux. Donc voilà, c'est une réédition d'un jeu qui est déjà excellent, et qui devrait l'être encore plus, et ça sort au mois de mai. En numéro 2, j'ai choisi le jeu Harmonize, donc un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 45 minutes à partir de 10 ans. Et là, l'idée, ça va être d'essayer de construire un écosystème, encore une fois, avec des éléments de nature et placer dans cette nature des animaux. Donc, au niveau du matériel, c'est un peu abstrait. Vous allez avoir des petits jetons qui vont représenter les différents éléments de la nature, donc du bois, de la brique, des plantes, ce genre de choses. Et vous allez avoir des cartes qui vont, elles, représenter des animaux, qui vont demander un certain agencement de ces petits jetons nature
pour pouvoir être placés sur votre plateau. Donc au niveau du déroulement, chaque joueur commence avec un plateau écosystème vierge. Vous avez un petit plateau sur lequel vous allez avoir des lots de 3 éléments de nature que vous allez pouvoir récupérer. Et vous avez toujours à disposition 5 cartes animaux que vous allez aussi pouvoir récupérer. Donc à votre tour, vous allez devoir obligatoirement choisir un lot de 3 jetons que vous allez récupérer sur le plateau, que vous allez obligatoirement devoir poser sur votre petit plateau personnel, donc à l'endroit où vous voulez, comme vous voulez. Certains jetons vont pouvoir s'empiler, d'autres pas. Et ensuite, vous allez avoir le choix de pouvoir récupérer une carte animale pour pouvoir essayer de placer ces animaux ensuite dans votre écosystème. Les cartes animaux, vous pourrez en stocker que 4 maximum, mais si vous arrivez à placer tous les animaux d'une carte, vous la défaussez, vous pourrez en sélectionner une autre. Les animaux, ils vont être représentés par des petits jetons, des petits pions, pardon, que vous allez placer aux endroits indiqués sur la carte. À chaque fois que vous les placez, ça vous fera marquer un certain nombre de points en fin de partie. De la même façon, tous les éléments de nature que vous allez placer vont vous faire scorer un certain nombre de points. Par exemple, les arbres, ils vont marquer, si vous mettez juste un buisson, c'est-à-dire un petit jeton vert, ça vaut 1 point. Si vous mettez un petit arbre, c'est-à-dire d'abord un jeton de bois, puis un jeton vert par-dessus, ça fait un petit arbre, ça fait un certain nombre de points. Si vous faites un grand arbre, c'est 2 jetons de bois, plus un jeton vert, ça fait encore plus de points. Vous avez des points pour votre plus longue rivière, donc c'est les jetons bleus. Vous allez faire un chemin avec, et en fonction du nombre de jetons bleus qui se suivent, vous allez faire plus ou moins de points. Vous allez pouvoir construire des petites maisons. Donc voilà, chaque élément de nature va avoir une façon de scorer, et chaque animal va avoir aussi une façon de scorer. À la fin de la partie, c'est-à-dire à partir du moment où il ne reste plus que 2 cases vides sur le plateau d'un joueur, ou s'il n'y a plus de jetons dans le sac de jetons, on finit le tour et on compte les points. Ça fonctionne très bien, les illustrations sont superbes, et ça fait, pour ceux qui connaissent encore une fois, beaucoup penser à Dreamscape. Donc, sauf que là, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup moins punitif. Après, il n'y a pas énormément d'interactions, à part dans le choix des petits jetons. Mais ça, c'est quand même un super jeu qui marche très très bien. Et celui-là, il sort le 19 avril. Et en numéro 1, j'ai choisi le jeu Star Wars Unlimited. Un jeu pour 2 joueurs, pour des parties de 30-45 minutes, on va dire, à partir de 12 ans. Et on est là sur du jeu de cartes à collectionner. Donc, clairement, c'est pas mon style de jeu à la base. Ça fait une éternité que j'ai pas fait un jeu de cartes à collectionner, même si j'ai joué pas mal à Magic dans ma jeunesse. Et là, voilà, par curiosité, je suis allé voir ça, et j'ai trouvé ça plutôt chouette. Donc, le principe, il est simple aussi. Vous allez avoir un deck de cartes. Donc là, on a joué avec des decks de démo préconstruits. Mais bien évidemment, comme tous les jeux de cartes à collectionner, vous allez pouvoir construire votre deck en fonction des cartes que vous aurez achetées et récupérées. Et ça va se jouer toujours l'Empire contre les rebelles. Vous allez avoir une carte bâtiment chacun, avec un certain nombre de points de structure. Vous allez avoir une carte leader chacun, qui sera la seule carte qui sera recto verso du jeu, qui sera placée dans un certain sens en début de partie. Et ensuite, vous allez avoir un deck de cartes que vous allez mélanger. Et à votre tour, vous allez avoir un certain nombre de cartes en main. Vous allez pouvoir poser une carte face cachée qui va devenir une ressource. Et grâce aux ressources que vous allez collectionner, vous allez pouvoir jouer des cartes en payant le coût. La petite originalité, c'est que vous allez avoir 2 zones de déploiement de cartes, la zone terrestre et la zone spatiale. Et en fonction de cette zone, vous allez pouvoir uniquement attaquer la zone correspondante de votre adversaire, donc terrestre pour terrestre, spatial pour spatial. Mais vous pourrez aussi à chaque fois attaquer le bâtiment, parce que le but du jeu, c'est de détruire le bâtiment de l'adversaire. Pour ça, vous avez des marqueurs de dégâts. Les cartes, quand elles arrivent, elles sont inclinées, donc elles sont pas actives tout de suite. Donc rien de vraiment révolutionnaire au niveau du système de jeu. C'est vraiment des mécaniques qui sont toutes connues et qui existent déjà dans d'autres jeux du même genre. Mais là, la façon dont c'est agencé, dont c'est combiné, et la façon dont ça se joue, je trouvais ça très dynamique, et voilà, c'est rapide à jouer, ça crée de la tension, et voilà, j'ai une bonne surprise, je m'attendais pas, et j'ai trouvé ça très chouette. Donc voilà, numéro 1, le Star Wars Unlimited. Voilà, c'est tout pour ce petit aperçu des jeux que j'ai pu tester à Cannes cette année 2024. Bon jeu à vous.